Vous voulez lire? Je crois que L'acteur, il a son propre chemin à lui, il y a les choses qu'il a déjà faites, il y a les choses qu'il n'a pas faites, des choses qu'il a envie de refaire. Il sort d'un film, il sort de 3 films rigolos, il a plus envie de faire un film rigolo, il a fait 3 films tristes, il veut plus faire de films tristes. Donc il y a une trajectoire d'acteur, et puis vous arrivez avec, un script et une idée, une espèce de concept comme ça, où vous croisez sa trajectoire et ça lui convient, et il vous dit ouais c'est super, allons-y, ou il vous dit bah non, j'ai pas envie de faire ça en ce moment. Donc c'est assez sain en fait. Il n'y a pas de le script est bon, le script est pas bon. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des acteurs qui vont sur des scripts pas forcément très bons, mais ils aiment bien l'idée, donc après ils bossent avec le metteur ou les auteurs pendant 1 an, et puis il devient bon. Les influences, dans la création, elles ne servent pas. Si vous avez une scène à faire dans une cuisine entre un fils et sa mère, même si Coppola il a fait ça très bien, ça n'empêche que je vais être plus influencé par ma mère à moi et par la façon dont moi j'ai vécu mes relations que par les relations que Coppola a pu vivre avec la sienne. Voilà, donc c'est toujours un piège. En fait, les vraies influences des metteurs en scène, c'est la liberté qu'ils vous procurent. C'est-à-dire, vous voyez le film de Scorsese, vous voyez le film de Milos Forman, et vous dites ah ouais d'accord, on peut aller jusque là alors. Il y a l'envie, et puis à un moment donné, il y a souvent des films où on se sent... Il y a des films où je me sens pas forcément le meilleur pour le faire. Je pense que un tel ou un tel le ferait sûrement mieux que moi. D'accord. Et puis il y en a où je me dis, là je peux amener personnellement à quelque chose. Et celui-là, l'action du film se passe quand même à 8 km de là où j'habite. C'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Donc je connais quand même bien le coin. C'est volontaire? Non. Non. Non, mais ça s'est passé comme ça. J'ai quand même été beaucoup aux États-Unis depuis 30 ans maintenant, donc je connais quand même bien comment ils sont eux, et je connais quand même bien la Basse-Normandie. Donc j'étais quand même bien placé pour faire la part des choses entre ces deux mondes, et bien veiller à ce qu'ils soient aussi ridicules les uns que les autres, hein, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Je pense que ce qui m'intéresse généralement chez les femmes dit sexe faible, c'est leur point fort. Et ce qui m'intéresse généralement chez l'homme dit l'homme fort, c'est ses points faibles. Voilà. Donc c'est vrai que je suis assez intéressé par voir des femmes qui, même si elles ont l'air frêles, sont en fait très fortes, et l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Schwarzenegger, c'est s'il se met à pleurer parce que sa mère lui manque. Voilà, ça m'intéresse. Par contre, le voir dire à la stavista, ça m'intéresse moi. On ne peut pas se dire, oui, mais le public, est-ce qu'il va, sinon on ne fait plus rien. Il faut faire ce qu'on sent, personne ne détient la vérité. Voilà, faut faire comme faut faire ce qu'on a besoin de faire, surtout par rapport à soi. Et puis je crois que chaque tournage est différent. Il faut surtout arriver, faut étudier un peu où on va, comment ça se passe, comment sont les gens, comment sont les acteurs, et puis après essayer de trouver faut se déplacer un peu en fonction du meilleur compromis. En fait, j'avais proposé à Robert de faire Léon à l'époque, et ça s'était pas fait. Mais on est toujours resté en contact, et voilà, depuis 25 ans. On s'est toujours dit qu'on aimerait bien travailler ensemble, mais voilà, après il faut trouver, c'est pas facile quoi. Donc une lecture avec De Niro, c'est assez rigolo parce qu'en fait il appelle une lecture, c'est en fait il y a quelqu'un qui fait la narration, scène 1, extérieur jour, ils entrent dans la maison par exemple, et puis après dès qu'il y a le dialogue, on prend des acteurs qui ne seront pas forcément ceux du film et qui viennent lire chacun un truc. Quand il fait une lecture, il y a Harvey Keitel, il y a la moitié des Sopranos,
C'est-à-dire qu'il invite tout juste tous ses potes à faire une lecture. Donc c'est quand même la première fois que je voyais une lecture comme ça. Et vraiment, enfin, ils ont lu le film en temps réel. Donc le film la lecture a fait à peu près 1h45. Et on se bidonnait pendant toute la lecture tellement c'était drôle, quoi. Vraiment. Après, il y a Michel Pfeiffer qui est arrivé sur le film, qui a dit oui assez vite. Après, il y a Tommy qui a dit oui. Et puis là, j'ai proposé de faire le film, moi. Le premier jour où Robert et Tommy jouent ensemble, c'est la première scène du film. Parce que je voulais que leur premier... comme il y a une espèce de distance un peu bizarre dans la scène, hein, à la fois ils se respectent, à la fois ils s'aiment pas trop et tout ça, je trouvais que c'était une bonne façon de les mettre face à face dès le début, puisque de toute façon on leur demande pas de s'aimer à la folie dans la scène. D'accord. Donc la scène allait bien avec le premier jour. Et la scène fait 5 pages, elle fait 4 minutes en entier, la scène de dialogue. Enfin, 3 minutes et quelques. Donc je fais la première prise, je regarde, je dis couper. J'étais sur un praticable un peu haut comme ça, donc je me retourne, je sais pas pour faire quoi, et là, je vous jure que c'est vrai, je vois 50 techniciens comme ça. Donc Michel, elle est venue me voir un matin en me disant à quelle heure il est le barbecue dans le film. Je dis bah il est vers 14h30. Il me dit parce qu'aux États-Unis, à Brooklyn, si on fait le barbecue, 3 heures avant, moi j'ai des bigoudis sur la tête pour faire ma mise en pli. Donc est-ce que ça te va si j'ai des bigoudis pendant la scène d'avant avec ma fille? Ouais, j'ai réfléchi, je dis bah à mon avis ouais c'est super. Mais essaye quand même, fais-les, va voir la coiffeuse et mets les bigoudis qu'on voit ce que ça donne, parce qu'il faut pas que ça fasse non plus ridicule. Faut que ça joue juste entre les deux. Donc elle est revenue avec ses bigoudis, j'ai dit c'est super. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un seul plan dans le film où il y a les trois. C'est le seul plan en fait Où ils sont vraiment tous où et ils se disent juste bonjour. Je trouvais ça mignon que dans le film ils se voient qu'une fois qu'ils se disent bonjour, puisqu'ils n'ont pas joué ensemble en fait tous les trois. D'ailleurs le groupe des 7, voilà, qui arrive avec le train, hein, c'est quand même la fin est très western. C'était très important, j'en avais une quinzaine en fait. Et il faut absolument, quand on fait le casting, vraiment à chaque fois, j'avais pas mal de photos de chacun, parce qu'il y a besoin d'une espèce d'homogénéité dans le groupe de 7. Voilà, c'est pas facile à faire, à équilibrer, quoi. C'est un peu comme faire une équipe en sport, de bien savoir qui est à l'avant, qui est à l'arrière. Il y en a un que moi j'ai adoré, que je connaissais pas, qui est Bernie, le gros, qui a une voix pas possible. Là. Nice to see you. Quand tu lui dis je suis content de te revoir. Ouais. Lui, il est vraiment. Très content. C'est un super acteur. Il est exactement à l'inverse de son physique. Il est d'une gentillesse. Mais c'est une crème d'homme. Et vraiment, c'est un super mec. Alors, Diana, je la connaissais pas trop. Mais c'est ma fille qui la connaissait très bien. Ouais, c'est ça. Elle est venue avec la tablette, elle m'a dit hey, regarde ça, c'est Glee. Et puis je l'ai trouvé pas mal. En plus, elle était à Paris. On a appelé son agent, elle fait aller à Paris, donc je l'ai rencontrée. Et je l'ai pris tout de suite. Il n'y a pas cru au début d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas fait de lecture, rien. J'ai fait tu as envie de le faire? Elle m'a dit oui. Je fais bon, bah voilà. Une saison comme Glee par exemple, elle s'était déjà fait 4 ou 5 saisons. Je connais vraiment bien le rythme américain de commencer de faire des saisons pareilles. Une actrice, elle peut faire n'importe quoi derrière. C'est compliqué de trouver des nouveaux, de faire rentrer des nouveaux talents dans le cinéma. Parce que à la fois, les spectateurs se lassent assez vite aussi. Puis ils n'ont pas forcément envie d'aller voir un film parce qu'il y a un tel dedans. Ils veulent aussi savoir de quoi parle le film. Après, il y a des chaînes de télé qui prennent beaucoup les films parce qu'il y a un nom connu, donc ils savent que le téléspectateur va voir le film. Donc ils ne prennent pas souvent le risque. C'est souvent des batailles pour imposer des gens pas connus, c'est compliqué, quoi. Le seul à qui j'ai proposé, parce que je l'aime beaucoup, et ça, c'était Gilles Lelouch, qui devait faire le docteur, qui regarde les radios. Ah oui, Et c'était vraiment pour qu'il soit là, c'est une journée hein, le rôle. Mais il était sur Gibraltar d'ailleurs, je crois. Donc il n'a pas pu. Il aurait mieux fait de venir d'ailleurs. Oh, c'est une vanne, ça va. Si on peut plus faire des vannes avec les amis. Hein.
oui, j'adorerais tourner avec la moitié des acteurs et des actrices américaines. Ils sont tous bons. Donc il y en a pas, enfin il y en a 25 avec qui j'aimerais bien travailler, mais sur le principe comme ça, parce que je les trouve doués, je les trouve bons, mais après, pour jouer quoi? Quand vous écrivez pour un acteur, vous écrivez ce qu'il est capable de jouer, instinctivement. Ce qui est intéressant, c'est d'écrire pour on ne sait pas qui, et que l'acteur après se dise, merde, comment je vais faire pour jouer ça? Qu'est-ce que je vais trouver en moi pour un peu dépasser? Bah, en fait, on s'est posé la question par rapport un peu à la technologie. Donc je pense qu'en 2012, 2010, 2013, ça serait beaucoup plus difficile pour eux de se planquer comme ça. Euh, ouais, avec les satellites, les drones, les machins, enfin il y a tellement de trucs maintenant que... Donc on a un peu daté le film un peu exprès pour que ça reste quand même un peu une opération à la main, quoi. C'est-à-dire on le surveille à la main et puis il le cherche à la main. Voilà, c'est encore... un peu, ils sont juste déphasés parce que leur vie à eux, depuis des générations, est tellement violente. Il y a la mafia, et des gens sont morts pour un sourire, pour un mot de travers, pour une non-réponse. On tue des gens pour ça dans leur famille. D'ailleurs, quand il dit « je vais vous raconter en 10 points pourquoi je suis un mec bien », et on voit qu'il est complètement à côté de la plaque. En gros, il dit si on m'emmerde pas, je torture pas quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que quand on l'emmerde, il le torture. Enfin, tu vois, il va encaisser une ou deux, mais s'il y en a une qui déborde un peu, voilà. Le plombier, il aurait pu s'en sortir. mais il pousse le bouchon trop loin. Il va et vraiment, clairement, il l'arnaque, quoi. Bah, d'ailleurs, si vous notez bien, ce qui est intéressant dans la fin, parce que ça m'amusait beaucoup, ça, c'est en fait, tout le monde tue pour lui. Lui ne tue personne dans la dernière scène. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il l'étrangle, il essaie, mais tous les autres, c'est-à-dire son fils, sa fille, sa femme, son chien, oui. Le flic, tout le monde tue pour lui. Parce que s'ils sont dans cette condition-là, c'est que à cause de lui, c'est pas à cause des enfants et de la femme, c'est à cause de lui. Et tout le monde tue pour lui. Bah, le problème de l'extérieur, c'est un jour il pleut, un jour il y a du vent, un jour il y a des voitures, il faut les arrêter. Il y a le soleil qui démarre ici, le matin, et puis qui finit là le soir. Donc dans les raccords, les champs contre champs, voilà, il y a un nuage, on attend que le nuage passe, enfin, c'est toujours... Alors, toute la maison dans laquelle ils sont, tout le jardin, pas côté barbecue, hein. Côté rose, toute sa verrière, tout le voisin, tout ça c'est en décor. Le plombier, c'est en décor. À chaque début de film, je me renseigne un peu sur la boîte à outils. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux outils? Simplement pour être au courant. Parce que si jamais un jour j'ai une idée sur un plan, je me rappelle, je me dis attends, j'avais vu un truc il y a 4 mois là. Il n'y a jamais eu de restriction, il n'y a jamais eu de choses où on m'a dit non, ça coûte trop cher. Mais en même temps, il y a toujours eu du respect pour que ça soit au bon endroit tout le temps, quoi. Le sentiment, moi j'étais à la sortie américaine, donc il y avait 3/4 qui aimaient, ça applaudissait dans les salles, donc c'est toujours bon signe. Mais je voyais qu'il y avait une partie des gens, il y avait un petit quart qui... ou parce qu'ils pensaient que c'était un film d'action un peu plus pur et dur et que, voilà, bon, pas ça qu'ils avaient envie de voir. Ou que c'était... ils pensaient que ça serait moins violent que ce que c'est. Voilà. Il y a des gens qui trouvaient que ça allait trop lentement, d'autres que ça allait trop vite. Par contre, le deuxième jour, à partir du samedi, il y avait le vrai public du film. C'était très bizarre. Je pense que le vendredi soir, c'est le jour d'ouverture aux États-Unis. Donc il y a plein de gens qui y vont même sans forcément savoir plein de trucs sur le film. Ils y vont, la bande-annonce, le cast, machin, ils y vont. Alors que samedi, dimanche, il y avait le vrai public. Et là, par contre, ça riait beaucoup plus. Ça applaudissait plus. Et il y a 2 endroits moi, qui me fascinent chez eux. Il y a la raquette de tennis où ça applaudit et que les femmes se lèvent dans la salle. Comme ça. Non, mais ils sont très expressifs, hein, les Américains. Il y a ça, et quand le curé la vire c'est là l'endroit où il rit le plus. Ouais. Alors que nous, on est un peu quand même... Oui, c'est quoi? Ouais, dur, quoi.
Alors eux, pas du tout. Ça les fait, mais hurler de rire. En fait, c'est très intéressant de faire les tests et tout, de voir comment les gens, parce que les Américains sont très très... Enfin, c'est drôle ou c'est pas drôle? Non mais, faut savoir. Ah oui, Ils sont... Ouais, c'est très... Ouais, c'est très... C'est compartimentalisé. Et puis ils ont besoin de ça, ils veulent savoir avant, Ah oui. ils veulent savoir bien. Par exemple, en juillet-août, c'est la plus grosse saison pour les États-Unis, mais pas pour nous. Voilà, donc chacun a sa région. Donc nous, on voulait sortir en octobre parce que c'est bien pour le film, on estime. Mais pour les États-Unis, c'était trop tard. Donc eux voulaient le sortir au début en août. Voilà. Donc après, chacun, il y a déjà 10-12 pays qui sont sortis. Et il y en a encore 80 qui sortent jusqu'à mars 2014. Mais par exemple, il y a des pays comme la Chine, la Russie, tout ça. Généralement, ça sort en même temps que les États-Unis parce que c'est piraté 2 jours après. Donc la Russie, il est sorti le même jour que les États-Unis. En gros, pour résumer, quand il y a Spider-Man, je crois qu'il vaut mieux sortir dans 180 pays dans la même semaine et puis matraquer. Et puis quand on a un film un peu plus petit et un peu différent, c'est mieux de l'adapter en fonction des pays. C'est plus de boulot. C'est compliqué, on se voit toute la journée. Si en plus toute la journée au boulot on se voit et tout ça, et puis bon. Puis les enfants et tout, donc bon. On a hésité et puis on a essayé une fois. Et puis en ce qui me concerne, moi j'en ai été très heureux. Elle, je sais pas, mais. Puis du coup on en a fait un deuxième et là c'est le troisième. Vraiment on a eu le temps de bien écrire, de bien préparer avec Robert, bien avec les comédiens, bien repérer. Enfin, on était bien préparés. C'est déjà beaucoup plus facile. Et derrière, tu as 3 Rolls-Royce. Donc c'est difficile de trouver des difficultés. Tu vois? En plus, voilà, j'en ai fait quand même pas mal maintenant des films, donc j'ai un peu enfin, sincèrement, c'était juste du bonheur, quoi. On va toujours l'avoir. Ah, j'avais adoré. Merci. Mickaël. Oh, vous mettez juste. C'est pas la peine de mettre une. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oublie pas ton rouge. Merci beaucoup. Bonne Ciao. soirée. Au revoir.